Ouais, salut les gars, vous connaissez déjà le visage. Ici, on parle pas beaucoup, on regarde, on décortique et puis on donne nos avis dans les commentaires. Ferdinand Haïté apporte son soutien pour les dockers, ceux qui travaillent au port autonome de l'eau. Mais sans plus tarder les gars, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Et on a un port autonome de Lomé qui fait un chiffre d'affaires mirobolant et il n'est pas capable de payer même la nourriture pour les employés. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'on en parle. Les gens qui sont dans la presse là et qui soutiennent ça, vos conditions sont mieux? Vos conditions sont meilleures? Nos amis qui sont dans la presse, qui acceptent de jouer ce genre de rôle, vos conditions sont meilleures? Il y a eu, les 5 dernières années, une dizaine de journalistes qui sont décédés au Togo. Grâce à cause de la misère, à cause des conditions. À cause des conditions difficiles de la presse. Les gens sont dans la presse, ils travaillent des années, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien. Et c'est ce que vos frères sont en train de vivre au port. Si vous ne pouvez pas les soutenir, pourquoi vous soutenez leur bourreau? Pourquoi vous les chargez? Pourquoi vous les chargez? Alors que vous, vos conditions ne sont pas meilleures. Vos conditions sont encore plus exécrables. Les journalistes qu'on a perdus les 10 dernières années, c'est à cause des conditions de travail qui sont morts. Certains n'avaient même pas de moyens pour acheter des médicaments. Mais c'est vous, parce qu'on vous a glissé peut-être un peu d'argent et que vous chargez les grévistes. Est-ce que le moment n'est pas venu d'arrêter tout ça? À supposer que nous, les journalistes, nous faisions une grève pour demander l'amélioration de nos conditions. Et on va chercher aujourd'hui les influenceurs, puisque aujourd'hui il y a les influenceurs. Et les influenceurs sortent pour dire que laissez les journalistes là, qu'ils n'ont aucun problème, tout ça. Vous allez être contents? On va être contents. À Mokolo, dans le port, les fous, à Messia, mes deux va mêler les fous. Chacun d'entre nous a un parent là-bas, un frère là-bas. Vous êtes contents de leurs conditions? Pourquoi ceux qui sont dans la minorité, après avoir détourné de l'argent, ils balancent des miettes pour nous éloigner de notre mission, de ce qu'on doit défendre? Pourquoi ceux qui tiennent la minorité dans le pays, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui cassent du sucre sur le dos de la République, une fois qu'ils se sont énormément enrichis, ils viennent jeter des miettes pour que nous, on puisse encore enfoncer ceux qui sont déjà leurs victimes? Pourquoi on accepte de jouer ce genre de rôle? Pourquoi? Si nous faisons des choses comme ça, ce que vous appelez même les autorités là-bas n'auront même pas de responsabilité, ils n'auront même pas de considération pour vous. La preuve aujourd'hui, ils considèrent beaucoup plus même les influenceurs que vous. Et on a vu les communiqués qui sont sortis pour essayer de rappeler à la HAC que bon, les influenceurs ne sont pas des journalistes. Ça veut dire que vous comprenez que le métier est menacé. Je le dis parce que je le dis en toute confraternité. 334 francs, demi-euro, qu'on te donne pour aller manger. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement manger à Lomé avec 334 francs? Surtout quand on transporte des marchandises lourdes, on décharge les bateaux, les conteneurs, on fait un travail qui nécessite la force. 334 francs. Est-ce que vous pensez que les barons, leurs chiens à la maison, mangent 300 francs par jour? Vous pensez que les barons, les chiens des barons à la maison, ils mangent 300 francs par jour? Il y a des chiens de barons qui mangent 30 000 francs, 50 000 francs par jour. Nous, quand on a béton là, Bakou, Djedjeton, on sort bien les sopés, 334 francs. Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Donc, il y a des gens au port autonome de Lomé qui trouvent normal que les gens qui déchargent des conteneurs, des bateaux, tout ça, on leur donne 334 francs pour aller manger. Nous, quand on a béton normal, la TV est beaucoup de ton. Mais quand banana et 300 francs même là, et nous, et les camions est marre. Et les vieux gars, ils sont là, mais quand on a 300 francs. 334 francs. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a Degno a signé avant de partir. Maintenant, il a signé un autre. Il a signé un autre. C'est ça. Il dit une prime mensuelle. Donc ça, c'est pour les dockers professionnels. Donc, il y a un docker occasionnel. Un docker professionnel, il leur donne 10 000 francs par mois.
Donc, les dockers occasionnels, ils prennent 334 francs pour manger pendant la durée de la vacation. C'est-à-dire qu'on va au dos une journée à 300 francs au lahore, à sauver de nous. Fifia, docker professionnel, on a 10 000 par mois. Les dockers professionnels allaient au dos chaque jour, pendant un mois. Les dounou, 10 000 par jour. Le docker professionnel qui prend 10 000 francs par mois comme prime de cantine, ça fait combien par jour? Donc, voilà des gens qui font des affaires de milliards au port autonome de Lomé, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui ont créé plein de sociétés, écrans, guichets uniques, en taser, qui se font beaucoup d'argent. C'est pas plein de dossiers, Boulouda, tout ça. Et qui jettent à la figure de leurs compatriotes, qui se tapent le gros du boulot des miettes, qui ne leur permet même pas de manger décemment. Et vous trouvez que c'est normal que nous, on ne puisse pas dénoncer ça? Les gens pensent que ce n'est pas normal de dénoncer ça. Après, le port autonome de Lomé aligne une dizaine de points de mensonges qu'il balance dans l'opinion. Je vais vous lire, je vais vous décortiquer tout ça tout à l'heure. Ce n'est pas sérieux. Kenyame Viova Nyabo, on sort grève, on sort tuer, mais depuis des années. Nyanto Mignon des conditions de travail, le bio a amélioré les conditions depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Kémy va fouloir, ou bien vous êtes là, vous leur dites, les gars, voilà ce qu'on a dans la marmite. On peut faire 2-3 choses, mais le reste, on va le faire les autres années. On va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Vous avez 12 points de revendication, on peut satisfaire 4. L'année prochaine, on va voir si on peut satisfaire 2. Après l'année qui va suivre, on va voir. Après l'année qui va suivre, on va voir. D'où vient que le port autonome de Lomé est l'économie, est le poumon de l'économie, et vous n'arrivez pas à faire manger décemment ceux qui travaillent et qui déchargent les bateaux. D'où vient que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie et que vous n'assurez pas vos travailleurs, même fut-il même des dockers occasionnels ou journaliers. C'est un travail à risque de décharger les conteneurs. Donc, qu'est-ce que de l'ensemble du territoire? Tous ceux qui travaillent au port, les agents du port, ils viennent de partout, de toutes les ethnies. Il y a même qui sont pleins d'unir dedans. Mais aujourd'hui, ils sont tous allés en grève pour leurs revendications. Et donc, restez solidaires. Ne vous trahissez pas. S'il y a des traites parmi vous, dénoncez-les ou envoyez-nous leurs photos. Nous allons les dénoncer. S'il y a des gens qui sont à la direction du port, qui vous menacent, qui sont des chefs de service, des chefs de direction, tout ça, qui vous menacent, donnez-nous leurs identités. On va les exposer. On va les marquer à la culotte. Parce que ils ne peuvent pas être dans les bureaux climatisés en train de gagner de l'argent et vous qui êtes sous le soleil, qui êtes en face du danger, vous souffrez et qui refusent d'améliorer vos conditions de travail. C'est pour ça que j'ai allumé le live de ce soir. Je ne veux pas durer. C'est juste pour ça que j'ai allumé le live. Pour que nous tous, nous encourageons les agents du port. Même si on les menace, même si demain matin ils reprennent le travail, au moins ils ont eu le courage de lancer une grève et aujourd'hui de paralyser le port autonome de Lomé. Vous imaginez ce que le pays a perdu aujourd'hui? Une journée au port, sans travail. Personne n'a travaillé au port. Aucun navire n'a déchargé. Vous imaginez l'impact sur l'économie? Ils n'ont pas vu venir la grève. Ils faisaient du dilatoire. Ils ne se sont pas dit dans la tête que mais, finalement les gars là ils vont faire la grève. Mais les gars ils sont allés en grève. C'est une première depuis 92 qui est grève qui paralyse l'ensemble des activités au port autonome de Lomé. Ça veut dire que le pays ne va pas. Rien ne marche dans le pays. Ça veut dire que les gens sont à bout. Les gens sont à bout. Les gens n'en peuvent plus de ce régime qui ne règle aucun problème. Les gens n'en peuvent plus de ce système qui n'a aucune solution pour leurs problèmes. Les gens n'en peuvent plus de cette gouvernance qui ne règle aucun problème. Les Togolais en ont jusqu'ici. Seuls les courageux essaient de cracher. Seuls les courageux essaient de s'exprimer. Seuls les courageux essaient d'en parler. Donc, félicitations à nos frères qui sont au port et qui ont le courage, la témérité d'aller en grève. S'ils ont tenu la journée d'aujourd'hui, s'ils tiennent demain, c'est tant mieux. S'ils ne tiennent pas demain, on ne va pas les blâmer pour ça. Il y en a à Ouassem aussi qui sont fatigués des Indiens, qui sont en train de reconduire leur mouvement de grève. Dans d'autres secteurs, il faut que les gens se réveillent. Vous les étudiants,
Nous, à bien oh, monsieur Ferdinand, mi au examen, on a mis relevé. Il dit, Ferdinand, il a qu'on va relever les gars. Mi examen. Et depuis 1 an, 2 ans, il y avait une direction, les incapables là de relever tout là, mais étudiants, étudiants. Mais m'a dit quoi? Avec un sitting le décanat. Vous ne pouvez pas aller devant le décanat et faire un sitting pour réclamer vos relevés. Qui va vous tuer pour ça? Vos professeurs, la dernière fois, vos professeurs, quand ils étaient à bout par rapport au fait que Foy Nassibé ne signait pas leur décret de titularisation, ils ont fait un mouvement d'humeur au rond-point du campus. Ou bien, ils ont porté leur tenue de professeur titulaire ou professeur agrégé. Ils ont fait un sitting. Ils ont fait un sitting. Alors, si vous faites un sitting devant le décanat pour revendiquer vos relevés et la police universitaire vous agresse, dites-le nous. On va sortir sur la police universitaire. La police universitaire n'est pas une police, je ne sais pas comment dire, c'est pas la police. Si la police universitaire agresse un étudiant qui revendique son droit, mais dites-le nous, tout le pays va tomber sur eux. Vous avez vu la dernière fois ici, là, il y a eu un problème, pour ceux qui suivent l'actualité française, il y a eu un problème dans un magasin qu'on appelle Sephora. Il y a une jeune dame qui est arrivée à 10 minutes de la fin de la fermeture du magasin pour retirer un colis. Et elle a eu une altercation avec le vigile. 9 août 2017, c'est une date mémorable pour le Togo et comme nous sommes à 2 jours de cette date-là, aujourd'hui ça doit être la 9e année qu'il y a eu cet événement majeur qui a donné un coup de pouce à la lutte au Togo et qui a d'ailleurs permis de revoir beaucoup de choses sur la scène politique togolaise. Et donc, ça fait 9 ans que Tipi Achadam a lancé son mouvement après des semaines et des mois de travail très profond de sensibilisation. Et le 19 août, tout le monde a vu ce que ça a donné au Togo. C'est une date qui rentre dans les annales de l'histoire et il faut en parler en rendant hommage à l'un de ces acteurs-là, Tipi Achadam, qui n'est plus aujourd'hui sur le territoire et que son parti aussi n'est plus autorisé à travailler de façon formelle. Et donc, espérons que il va retrouver sa fougue et il va donner de ses nouvelles. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait un travail assez solide, même si après ce qui a suivi a été mal géré par l'ensemble de la classe politique avec ce que vous savez la C14, les mauvais choix, et les problèmes d'égo et tout ça qui ont plombé après totalement la lutte. Il faut rendre hommage, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc nous avons une pensée pour Tipi Achadam, pour le travail qu'il a eu à faire. Et pour tous ces militants, certains qui sont encore en prison, beaucoup sont morts et beaucoup sont encore en prison. Il y en a encore 13 qui sont en prison pour la C14. Je vous disais la dernière fois que la justice les avait libérés, mais depuis 6 mois, on les a gardés. Et là, le jeudi passé, on vient de leur signifier encore de nouvelles charges, c'est-à-dire une manière de ne pas les libérer, de les garder encore le plus longtemps possible en prison. Et ces gens-là, on les accuse d'avoir tenu une réunion en prison avec Aziz Goma, qui lui aujourd'hui est à l'extérieur, et que cette réunion avait pour objectif de déstabiliser le pays. Donc, on les accuse d'association de malfaiteurs, je sais pas quoi, tout ça là. Et donc, une pensée pour nos frères, nos camarades de lutte du PNP, qui ont fait un travail assez louable, mais qui ont payé aussi un lourd prix dans cette affaire-là. Les morts, les exilés, les assassinats et tout ça. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ce parti va revenir en force. Donc, il était important qu'au niveau de la rédaction, on puisse saluer. Il y a un ministre là-bas qui s'appelle Fofana, celui qui court chaque samedi là et qui fait les grimpés avec les gens. Il se fait que dans son ministère, rien ne marche depuis qu'il est arrivé et que tous les
ces administrés se plaignent, et les directeurs aussi régionaux plutôt se plaignent, parce que d'abord, ce ministre, il fait rarement des visites de terrain, il n'est pas allé dans les services déconcentrés pour toucher du doigt les problèmes de son cabinet, il ne répond pas aux mails, ça ce sont il ne répond pas aux mails, il a le temps de courir les samedis, de faire les grimper, il ne répond pas aux mails, il prive la plupart des gens de son cabinet de ministère des bons de carburant, qui sont des dotations que l'État leur donne, lui, il bloque tout ça. Ensuite, il ne paye pas les prestataires, les gens qui viennent livrer les consommables au ministère, et donc les papiers, les encres et tout ça, au point qu'aujourd'hui, dans son ministère et dans les directions régionales, ce sont les responsables eux-mêmes qui prennent de l'argent pour aller acheter les papiers RAM et imprimer les documents. Vous voyez à quel niveau l'État est dans une catastrophe totale? C'est-à-dire qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports et dans les directions régionales, ce sont les préposés qui sont là-bas, qui sortent eux-mêmes de l'argent de leur propre poche pour aller acheter les papiers RAM, les encres d'impression et tout ça. Donc, il ne veut rien entendre. Il a bloqué tous les avantages de ses collaborateurs. Il refuse de payer les prestataires. Et donc, plus personne ne livre quoi que ce soit au ministère. Et je ne sais pas, ils ont dit qu'ils avaient une feuille de route gouvernementale et que les ministres ont évalué, mais je ne sais pas si le bonhomme là, lui, l'a évalué. Je ne sais pas si c'est sur ses performances au ministère qu'on l'évalue ou bien les courses qu'il fait les samedis qu'on l'évalue. Mais toujours est-il que depuis qu'il est au ministère, il n'a proposé aucun projet d'envergure, ni de stade, ni de terrain de jeu, tout, rien du tout. Quand on le voit dans la rue en train de courir. Donc, son ministère a des problèmes. Alors, on a perdu une grande personnalité de notre pays, Joachim Atouché Agbobli. Joachim Atouché Agbobli était un homme public d'une très grande valeur, un intellectuel qui donnait, qui s'impliquait dans le débat public en donnant son point de vue. Quelqu'un qui a eu un parcours assez riche, historien de formation, journaliste, diplomate. Et donc, le 15 août 2008, on a retrouvé son corps à la plage, totalement, c'est pas vidé de tout. Et depuis, ça fait 18 ans que aucune enquête n'a abouti à l'arrestation de ces assassins. Et pourquoi je parle de ce dossier? Je parle de ce dossier particulièrement parce que Atouché Agbobli était, j'étais plus ou moins, on était des voisins de quartier et à l'époque on était dans un petit cercle de réflexion avec Khalif Nadim et puis d'autres personnes et on réfléchissait, il y avait des conférences qui se déroulaient un peu partout en ville. Et nous, on les accompagnait puisqu'on était des voisins. À l'époque, ils nous prenaient dans son minibus là, et puis quand on revenait, et puis chacun rentrait chez lui. Et dans ce cercle de réflexion, on a eu à traiter beaucoup de sujets, notamment le fameux NEPAD qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un projet, je pense, du président Wade dans les années 2000 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le NEPAD. Et il y avait plein de réflexions, de débats autour de cette question de NEPAD. Atouché Agbobli n'était pas trop pour et Nadine était pour. Était pour, il y avait d'autres, et donc il y avait plein de débats enrichissants qui nous permettaient de comprendre aussi un certain nombre d'enjeux. Agbobli revenait sur le plan de Lagos, écrit par Edem Kodjo et le Nigérian dont j'oublie un peu le nom. Donc on a participé à ces activités avec lui et le 20 août là, non, le 15 août là, on annonce son décès ou son assassinat. Et en 2010, quand Faure Gnassingbé est reçu, je pense, par le président François Hollande, la question lui a été posée sur l'assassinat de Atouché Agbobli, et si je m'en souviens très bien, il a déclaré que les enquêtes étaient en cours et que la situation, cette affaire allait être élucidée. 18 ans après, personne ne sait ce qui s'est passé.
La seule chose qu'on sait, c'est que Atuchi Agbobli, qui était très ami à Jonas Malero Savimbi, Jonas Savimbi qui était le chef rebelle en Angola. Vous savez que l'Angola était plongé dans une guerre fratricide au lendemain des indépendances. C'était une guerre à la fois idéologique mais aussi ethnique. Donc il y avait des problèmes entre Augustino Neto, plus tard Dos Santos, avec Holden Roberto et Jonas Savimbi, qui pilotaient l'UNITA. Et donc Jonas Savimbi, qui était un chef de guerre, avait des relations avec certains chefs d'État africains, notamment Houphouët-Boigny et Adema, Blaise Compaoré. Et Jonas Savimbi, pour contourner l'embargo des Nations Unies, donnait beaucoup d'argent au régime togolais, qui violait l'embargo des Nations Unies et qui achetait beaucoup d'armes à Jonas Savimbi, dont certaines armes étaient entreposées au Togo. Et en retour, Jonas Savimbi ramenait à Adema beaucoup de diamants et des pierres précieuses. Alors, il y a un livre qui est là et qui parle de cette violation de cet embargo de la guerre en Angola par le Togo, avec en relief le rôle joué par non seulement Eyadema lui-même, mais le général Tidjani, qui était à l'époque le chef d'état-major. Donc, ce livre-là, ça a été écrit par un célèbre auteur suisse qui était un journaliste, ethnologue et tout ça, Gilles Labarthe. Le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, c'est un livre assez intéressant sur le caractère de mafieux de l'État togolais. Et ce livre-là, Gilles Labarthe a eu accès à des documents déclassifiés de l'ONU dans lesquels on relève comment le Togo a violé l'embargo et faisait le trafic d'armes avec Jonas Savimbi. Et donc, les enfants de Jonas Savimbi étaient au Togo, certains enfants, d'autres étaient en Côte d'Ivoire et habitaient la zone de Ranco dans des grandes villas, ils fréquentaient Saint-Jo, lycée de Tokoin et tout ça, mais ils ne portaient pas le nom de leur père. Et donc, quand Jonas Savimbi a été assassiné, Feu Agbobli, qui était l'un de ses meilleurs amis, il a d'ailleurs épousé une Angolaise qui était ambassadrice à Varsovie, il faisait une enquête sur les biens de Savimbi au Togo. Donc, il était sur les traces des biens de Savimbi, notamment les armes, c'est beaucoup d'armes, et les pierres précieuses qui étaient dans les mains de la famille Gnassingbé. Et donc, c'est dans cette enquête-là qu'il a été enlevé et torturé à l'ANR. On dit que c'est Massina qui a eu à le faire parce que c'était lui qui était le patron de l'ANR à l'époque. Et donc, le colonel Alès Yotrofaï Massina, qui, selon toutes les informations, qui a piloté l'assassinat de Atuchi Agbobli et qui a fait jeter le corps à la plage pour effacer les traces. Et le colonel Massina a dirigé l'ANR, il a dirigé la gendarmerie. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il n'est pas pour autant inactif. Normalement, il doit rendre compte. Mais l'ANR, juridiquement, était sous l'autorité du président de la République, donc de Faure Gnassingbé. Donc, on ne pouvait pas assassiner Agbobli sans l'ordre de Faure Gnassingbé. Et donc, aujourd'hui, Massina est tranquille. Parfois, on le sollicite même parfois pour des missions barbouzes. Son nom est revenu récemment dans les histoires du Bénin. L'affaire n'est pas encore trop claire, mais son nom est revenu dans les histoires du Bénin avec ce que les Tigris ont tenté de faire. On est en train de continuer les investigations. Visiblement, il aurait été un élément clé dans le dispositif de Tigris pour renverser Patrice Talon. Ça, c'est un autre détail qui reviendra plus tard. Et donc, le colonel Massina est aujourd'hui libre de ses mouvements, en tout cas au Togo, et il n'est inquiété de rien du tout, alors que, selon toutes les informations, c'est lui, ce sont ces éléments qui ont enlevé Atuchi Agbobli et qui l'ont amené à l'ANR, qui l'ont torturé, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, et l'ANR est sous l'autorité directe de M. Faure Gnassingbé. D'ailleurs, les enfants de Savimbi sont revenus plus tard au Togo pour prendre possession de certains biens de leurs parents, notamment les maisons qui sont à Ranco là-bas. Ils ont trouvé des portes closes. Entre-temps, les armes qui étaient stockées, c'était des armes très lourdes qui étaient stockées à Pia, ont été restituées à l'État angolais
dans un processus assez discret. Il y a un avion angolais qui a atterri à Niamtougou. Les armes ont été embarquées dans cet avion-là, cargo, et ont été ramenées en Angola. Et à la suite de la restitution de ces armes-là, Faure est parti en Angola. Si vous tapez sur Internet, vous verrez la date à laquelle Faure était parti en Angola. C'est à la suite de la restitution des armes qui étaient entreposées à Pia que Faure est parti en Angola. Je ne parle pas de sa visite en Angola ces temps-ci. Il y a de cela 6-7 ans, il était parti en Angola. Donc, Atuti Agbobli, ça fait 18 ans d'impunité. Sa maison a été cambriolée après, je pense 5 ans après son décès. On ne sait pas ce que les gens sont venus chercher de plus. Peut-être que ce sont les assassins qui sont revenus sur le lieu du crime. Et je me rappelle que il y a un de ses frères qui m'avait invité à venir faire le constat avec eux de la manière dont la maison a été cambriolée. La maison se trouve juste derrière le domicile de Kwasi Kuti à Djidjolé. Et donc, c'est là-bas qu'il y avait le domicile, qui a le domicile de feu Atuti Agbobli. Une pensée à lui et à ses proches. Une route à double voie et on demande aux gens qui sont à Thiévier, tout ça, de dégager les voies. Sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait un tracé qui contournait la ville de Thiévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Faure avait promis dans les 20+ en 2005 l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans. Ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Depuis 5 ans, vous n'avez pas fait une route de 112 km, bien 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc, vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. Si c'est une piste, on ne sait rien. Mais, comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanais font les routes. Donc, mi Ghaname, comme nous nous sommes miwa, Ghana toa, odona moka nkrumame game, autoroute. Technique attend d'abord. Odona moka nkrumame game, odo motorway. Autoroute moi. Quand les années 2000 là, les solides, après les vagues virées, motorway. Donc, eux, ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire, plus les entrepreneurs, et ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicitées. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics, les entrepreneurs, et puis après, les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux. Les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé.
Accra Koumassi, c'est une partie de la route. Ce n'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi, ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube et pour, sur ma page Facebook. Accra Koumassi, il continue devant. Hein? Et nous, vous n'aimez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez nous dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont fait plein d'autres routes plus larges que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les routes? C'est à côté, hein? Nous sommes à la frontière, c'est à côté. Vous voyez les routes qu'ils font? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez comment ils sont en train de bétonner les routes? Vous voyez? Ils mettent du béton armé, avant de mettre une couche de goudron après. Du béton, comme on le fait les autoroutes en Occident. Mettre du béton armé. Et c'est parti pour 60 ans, 50 ans. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une piste, des ruelles, ou bien double voie, comme vous en avez à Lomé, qui ne sont pas assez larges. Voilà. Voilà les routes que les Ghanéens sont en train de faire. Vous allez sur les pages du Ghana, vous voyez, ils font plein de routes. On va voir le Sénégal. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est au Sénégal. Hein. C'était des projets qui étaient structurants avant le départ de... c'est une politique de Dakar pour permettre de soigner les gens en Afrique plutôt que des gens aillent en France et tout ça. C'est géré par les militaires. Et nos frères militaires, vous qui allez faire les manœuvrages à Dr Alafia, où on vous paye très mal, vous ne luttez pas pour qu'on vous construise votre propre hôpital militaire. Ce que Nyakadé a commencé par construire au Kanrité là-bas, c'est abandonné aujourd'hui. C'est abandonné. Le bâtiment est abandonné. Le chantier est abandonné. Et donc, depuis que Nyakadé a quitté le ministère, cet hôpital, ou c'est pas, c'est un hôpital militaire, à l'intérieur du Kanrité est totalement abandonné. Mais ici, là, c'est exclusivement pour les militaires. Au Togo, au lieu que vous vous battez pour qu'on vous crée un hôpital militaire, parce que vous vous formez beaucoup dans la médecine, vous préférez aller faire les manœuvres pour Dr Alafia, où on vous paye moitié prix. Ça, c'est les militaires sénégalais. Vous voyez comment ils sont beaux? Vous voyez comment l'hôpital même dégage une certaine la beauté, la modernité. Vous voyez, cet hôpital-là, avec les images que tu vois, tu peux aller dormir là-bas, même si tu n'es pas malade, même si tu meurs, même là-bas, c'est bon, quoi. Vous voyez? Bon, ça là, vous ne pouvez pas avoir ça au Togo. Vous, les militaires. C'est une polyclinique internationale qui vient d'être achevée à Dakar. Et ce sont les militaires. Vous les voyez? C'est des gens, ils sont d'une autre dimension. Vous voyez la propriété, vous voyez le matériel, vous voyez la modernité. Et vous préférez suivre une dame à Lomé que vous appelez maman et elle vous sollicite pour aller travailler dans son hôpital contre des miettes. Ça, c'est 5 étoiles, hein? 5 étoiles pour soigner certaines maladies rares au Sénégal. Et c'est l'armée qui s'en occupe. C'est les militaires qui s'en occupent avec les matériels de pointe, dernière génération. Ça vient d'être achevé. Oui, c'est vrai, l'hôpital donne envie de tomber malade. Quand tu vois un hôpital comme ça, tu as envie de tomber malade. Parce que c'est eux-mêmes, ils l'appellent un hôtel 5 étoiles. Parce que, vous savez, le mot hôpital
et le mot hôtel ont les mêmes souches. Ce sont des hôtels, sauf qu'à un endroit, on va se reposer et dans l'autre endroit, on va se soigner. Pour ceux qui connaissent l'origine du mot hôpital, ils savent que hôpital et hôtel ont les mêmes souches. Et donc, quand toi-même tu vois l'hôpital, tu te dis, mais ouais, ici, je peux aller me faire soigner. Je peux dépenser de l'argent pour me faire soigner. Et ça, c'est les militaires qui gèrent ça. Au Togo, vous avez des trucs qui ressemblent à des porcheries. Le pavillon militaire à Lomé, c'est une porcherie. C'est n'importe quoi. Ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays-là, à la limite, on a appelé 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. On va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Nous consolons. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTR par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont acheté, ils ont laissé, pour vendre après. Si l'OTR décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés, il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé, ou dans la périphérie de Lomé, qui font 40 ans. Tu vois, si l'OTR donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont les terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et il y a des impôts, nos populations qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Il faut quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie de la population. Mais ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans la loi doit être impersonnelle au Togo. Togo, la loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares, on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public. Parce que le Togo est trop petit pour qu'un seul individu achète 1000 hectares ici, 500 hectares ici, 800 hectares par là. Parce que sinon, dans 50 ans, ça va être la guerre civile. Je vais vous faire une confidence. Vous savez que au Togo, selon des recherches qu'on faisait depuis sur l'accaparement des terres, vous savez qu'au Togo, 77%, peut-être que ça a évolué à l'époque quand on faisait les enquêtes, 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la cohésion nationale. Ça veut dire que les terres que les gens ont aujourd'hui, les terres qui existent aujourd'hui, une grande partie sont dans les mains
des deuxième, troisième, quatrième propriétaires. Et ces gens en font quoi? Ils en font des choses de spéculation. Donc, il faut mettre fin à tout ça. Donc, mettre fin à tout ça, c'est rendre la loi impersonnelle. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Si demain le Togo change et qu'il y a à la tête du Togo un dirigeant patriote, la première des choses qu'il faut là, c'est le foncier. Il faut saisir tous ceux qui ont ceux qui ont acheté des centaines d'hectares et remettre tous ces terrains dans le domaine public. Nous tous on a besoin d'acheter des terres. Tu peux acheter 10 hectares par ici, 5 hectares par là pour faire de l'agriculture, pour peut-être une ferme agricole. 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 500 hectares. Ton village fait 500 hectares. C'est quoi cette boulimie du foncier? Parce que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Donc demain, il y a un qui les sommes, il y a un garçon le dos à Nigbame, il est près 100 hectares. Il est à Bena Kessé. Vous travaillez pour les singes. Demain, tout ça sera saisi. Et vous ne ferez rien. Parce que il y a une loi que l'État va prendre pour saisir tout ça et remettre tout ça dans le domaine public et interdire la vente des terres. Continuez par acheter des centaines d'hectares. C'est bien, c'est des économies que vous faites pour la République. Vous qui achetez des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, continuez. C'est des économies que vous faites pour la République. Dès que ça change là, les premières mesures, c'est de faire un audit du livre foncier du Togo, de ressortir tous ceux qui ont des titres fonciers illimités et de saisir ce qu'il faut saisir et de remettre ça dans le domaine public. Et bien, donc, voilà. Donc, moi, j'ai le document, je vais le partager avec vous. Un matin, Force est levée, flanqué de son ami Bolloré et de Charles Gaffan. Ils sont allés à la gare ferroviaire qui est à côté du ministère du commerce là-bas. Ils ont remis une couche de peinture à une vieille locomotive. Ils ont rebadigeonné quelques rames de train fatigués, des wagons fatigués. Ils ont mis des couches de peinture et ils ont mis quelques sièges dedans ils ont mis les boulons pour tenir les sièges. Et ils ont dit oui, que le Togo est en train d'inaugurer une ligne ferroviaire. Bolloré était là, Faure était là. Ils ont rameuté les journalistes. À l'époque, on était là. Les gens sont allés, ils ont fait de la publicité, la TVT, que voilà, le Togo lance un nouveau train et c'est Blue Line. À peine le train a démarré du quartier administratif là-bas, arrivé le train n'est même pas arrivé à Gbalepedo, le train est tombé en panne. Ils sont tous descendus du train, ils ont fui. Et le train est tombé en panne. Et le train n'a plus jamais travaillé. Ils ont démarré le train du quartier administratif là-bas. Et ils ont même fixé des climatiseurs dans le train. Vous allez voir les climatiseurs dans le train. Ils ont fait du bricolage avec des couches de peinture sur les vieilles locomotives. Et ils ont démarré le train. Bolloré était derrière fort. Et il faisait de la publicité. Mais voilà. Le train a démarré. Le train n'est pas arrivé à Gbalepedo. Et puis c'est sur les vieilles rames comment on appelle, les rails. Les vieilles rames de rails. Les rails de 1914. Et le train arrive à Gbalepedo. Le train ne bouge plus. Et tout le monde a eu peur, on a sorti tout le monde dedans, Fort a repris ses voitures, il est parti. Et le train n'a plus jamais travaillé. On va suivre le reportage de la TVT. Vous allez voir. Depuis hier, que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter. Tu as vu le lancement, vous avez vu le lancement de la journaliste. Il dit c'est depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles réalisations. Ça dit que c'est un événement majeur pour les Togolais. Vous avez vu le lancement du journaliste, on va reprendre ça. Elle dit, c'est avec bonheur que les Togolais découvrent les nouvelles réalisations. On va écouter très bien les mots que la journaliste a choisis. C'est de la propagande, écoutez. Depuis hier, que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement
pour leur faciliter le quotidien. Après les ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer à Aného et le patrouilleur Agou pour la sécurisation des côtes togolaises hier, c'est le train voyageur qui retrouve vie ce samedi. Grâce au projet dénommé Blue Line Togo, initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré, les Togolais peuvent désormais voyager en train. Et pour officialiser la renaissance de ce moyen de locomotion, le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement et leurs collaborateurs l'ont emprunté à la gare moderne en face du ministère du Commerce pour rallier Kakaveli, lieu des festivités. Et Soham, Théo. Ces rails solidement fixés au sol portent en eux une longue histoire qui remonte aux années 1900 avec l'entrée en service des premiers trains au Togo. Elle a connu un terme en 1997 avec l'arrêt de circulation des trains voyageurs. Ce 26 avril, une autre page de l'histoire de la voie ferrée s'est ouverte. La locomotive est de nouveau positionnée avec des wagons modernes pour le transport des passagers. Blue Line Togo qui pilote ce projet est initié par le gouvernement togolais et réalisé par le groupe Bolloré. La gare centrale du Togo, sise en face du ministère du Commerce, est un cadre accueillant avec des sièges pour mettre à l'aise les clients. La société Blue Line Togo a été donc inaugurée ce jour par le chef de l'État, Fournier Singbe. Voilà. Ils ont fait du bruit. Les gens ont pensé à Dja, tout ça. Le train n'est pas arrivé. Il a arrêté à Gbalepeto. Tout le monde est descendu. Allons-y. Technique. C'est locomotive qu'ils ont mis une couche de peinture. Avec 2 wagons qu'ils ont peinturés, qu'ils ont mis une couche de peinture aussi. Ils ont mis des petits drapeaux, des drapelets à l'intérieur du train. Ça dit c'est de l'arnaque, quoi. C'est de l'arnaque. Et ils ont mis les rames sur les rails de 1900. Et ils ont mobilisé les gens. Ils ont sorti les gens. Donc, c'est les 2 rames-là hein, qu'ils ont travaillé. Ils ont mis de la peinture. Allons-y, technique. La voix, tu peux sortir la voix. Entrer dans un train. Mais maintenant, qui a fait rentrer dans le car, c'est ça qui a fait une joie qui m'anime. Je n'ai jamais entré dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé de voyager, de travailler, j'aurai le temps de rentrer dans le train. Je n'ai jamais voyagé à bord d'un train. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ça. Ça va permettre de décongestionner la route. Puisque aujourd'hui on a beaucoup de taximans, de voitures et autres. Donc avec ça, beaucoup seront dans le train et ça va faciliter la circulation. Nous sommes très contents de ce projet et que nous soutenons vivement ce projet. Le train, selon certains des rails, est de retour. Il s'est annoncé. Voilà le train. Donc, technique, laisse la voix. Voilà, c'est ça. Vous avez vu les trains de Dakar, vous avez vu les trains du Ghana, vous avez les trains de l'Éthiopie, du Nigeria, vous avez vu les trains dans les autres pays. Voilà ce que Faure est venu avec son ami Bolloré présenter au Togolais. Et ça n'a pas fonctionné 24 heures. Et depuis, plus rien. Les seuls trains qui travaillent à Lomé, c'est les trains qui font de la pollution. Voilà le seul train qui travaille à Lomé au Togo actuellement, voilà les trains qui travaillent au Togo. Ce sont les trains des entreprises minières avec des locomotives de 1800. Voilà les trains qui travaillent aujourd'hui à Lomé. Je ne sais pas comment il faut décrire ce tamas de ferraille. Ce sont les seuls trains maintenant qui travaillent à Lomé sur les rails qui existent depuis 1900. Voilà. Puis pas coller Lomé,
locomotive, voilà. Ils sont allés chercher ça dans les archives. Pas les archives, dans un magasin de vieux clous là. Et ils sont allés sortir ça. Et ils ont trouvé de bons mécaniciens qui ont démarré le moteur. Et le train là, c'est le train là qui passe à Lomé. Voilà. Le train le plus emblématique qui passe souvent à Tikoumé. Avec la pollution dans toute la ville. Tu peux voir la fumée là à 5 km. Ça, c'est le Togo moderne, ça. C'est le train qui passe à Lomé. Parfois, cette locomotive tombe en panne en pleine route, hein, et bloquée dans moi. C'est ça. C'est le Togo, ça. Pendant ce temps, les Béninois sont en train de prévoir les trams bientôt. Les Ivoiriens sont en train de faire le métro. Les Ghanéens ont produit aussi un métro. Voilà. Nous, on retourne à 1900. Même en 1900, les trains même fonctionnaient mieux que le train là.